Bonjour à tous, je m'appelle Rita et vous écoutez Yalla. Yalla, c'est le podcast qui part à la rencontre de personnalités inspirantes et engagées au Maroc, mais aussi ailleurs, et qui casse les codes pour transformer le monde actuel. Sur Yalla, on vous parle de ce qui les anime au quotidien, mais aussi de leur parcours, leurs réussites et échecs. En bref, toutes ces choses qui ont fait d'eux la personne qu'elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Maha et Malek Bennani, les deux sœurs fondatrices de la marque de lunettes Lenco. Lenco, c'est une marque de lunettes tendance mais accessible au prix unique de 550 dirhams qui a été lancée début 2020. En moins de 2 ans, et grâce à leur secret sauce que vous découvrirez pendant l'épisode, les sœurs Bennani ont fait de leur marque une référence dans le monde de l'optique au Maroc. J'ai adoré enregistrer cet épisode. Maha et Malek sont deux personnes passionnées, pleines de peps et qui prennent les choses en main. J'espère que cet échange vous plaira et vous inspirera. Yalla, place à l'épisode. Hello les filles. Salut, ça va ? Salut. Alors, je suis hyper contente de vous accueillir sur le podcast. Ça me fait vraiment super plaisir que vous ayez accepté mon invitation. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est la grande question. Qu'est-ce que ça veut dire LNKO ou... Alors, déjà, est-ce que je le prononce bien LNKO, comment on le prononce et qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ça nous fait vraiment plaisir que tu aies pensé à Lenco quand tu as lancé ce podcast. C'est vraiment une super initiative. Après, pour Lenco, ce que ça veut dire, c'est les lunettes cool. Ok. C'est des lunettes cool. Voilà. Ok, ça marche. Et pour la prononciation... en fait, pour la prononciation, nous on dit... mais je pense qu'il n'y a que Malek et moi... qui le prononçaient. Qui le prononçons comme ça. Nous, on dit Lenco. Lenco, ok. Mais tous nos clients disent LNKO. Donc, ouais. En fait, on a juste laissé chacun... Il y en a qui disent LNCO. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on ne sait pas trop. Ouais, donc, vous, c'est Lenco. Ouais. Lenco, ok, exactement. Ça marche. Et du coup, comment vous est venue l'idée de créer cette marque ? En fait, nous, on a toujours été inspirés par l'entrepreneuriat. Ouais. Ça a toujours été un monde en fait, qui nous a toujours fascinés. Et on a toujours, depuis toute petite, avons rêvé que ça soit Maha ou moi de créer notre entreprise. Et vu qu'on a baigné en fait, dans le monde de l'optique depuis qu'on est toute petite, que c'est vraiment un truc familial, c'était juste naturel pour nous de nous tourner vers ça. Ouais, c'était la suite logique en fait. C'est ça, c'était la suite logique exactement. Et puis ça nous tenait vraiment à cœur aussi de pouvoir créer quelque chose à nous, enfin qui nous ressemble à Maha et moi et de créer ensemble. Ok. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Si tu veux rajouter autre chose. En fait, on voulait vraiment créer un truc qui ressemblait et qui alliait aussi ce qu'on aimait faire dans notre vie de tous les jours. Donc, on était passionnés de lunettes, on adore le digital. Ouais. Donc, en fait, vraiment aller vers quelque chose qui nous aussi nous motiverait à aller au boulot, à nous réveiller. Le truc, en fait, parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est aussi le truc auquel tu penses H24. Ouais, tu dois le savoir. C'est ton bébé, donc, quoi. Exactement. Donc, il vaut mieux que ça soit quelque chose que tu aimes, c'est clair. Que c'est tout le temps dans ta tête, quoi. Il y avait aussi autre chose. En fait, on a fait nos études à Montréal. Et quand on était là-bas, il y avait des marques dont on pouvait aller acheter des lunettes vraiment très jolies et aussi pas très chères. Et en rentrant ici, on s'est rendu compte qu'au Maroc, on n'avait pas accès à ça. Ouais. Que si on voulait de jolies lunettes de bonne qualité, et puis tout ça, il fallait vraiment casquer pour les avoir. Ouais, complètement. Et aussi, c'est dans ce sens-là qu'on a voulu créer Lenco. Comme tu disais, c'était quelque chose qui nous passionnait. Nous, on adore tout ce qui est mode, tout ce qui est tendance. Et aussi, on aime bien le côté optique. Et donc, c'était cool, en fait, de pouvoir créer ça et de pouvoir apporter ça à nos clients. Ok, génial. Et en fait, moi, la remarque que je me faisais, c'est que donc vous disiez que vous avez vachement baigné dans l'univers de l'optique, que voilà, vos parents étaient là-dedans, etc. Ça aurait été plus simple pour vous, éventuellement, de reprendre le business familial. Qu'est-ce qui a fait que en fait, vous vous êtes dit non, en fait, nous, ça ne nous intéresse pas. On va lancer notre propre truc, on s'en fiche de ce qu'ils ont fait. C'était quoi qu'est-ce qui vous a motivé, en fait ? Donc, en fait, nous, comme tu as dit, on a baigné dans le monde de l'optique. Mais c'était... en fait, nous, on vient d'un monde d'optique, mais de distribution en optique. Qui veut dire concrètement ? En fait, en gros, c'est une boîte c'est une B2B. Okay. Ça veut dire que l'entreprise familiale, c'est une société de distribution de verre à tous aux opticiens. Okay.
en gros, nous, ce qui s'est passé, c'est que, comme a dit Malak, quand on était à l'étranger, on a vu beaucoup de belles success stories qui étaient en fait en D2C, en direct to consumer. Ça veut dire qu'ils enlèvent les intermédiaires, donc ils passent du fabricant distributeur directement au client. Quand on est rentré, en fait, nous, c'est pas vraiment qu'on a pas voulu continuer l'entreprise, mais c'est juste que on s'est inspiré des belles success stories, que ce soit aux États-Unis comme Warby Parker, au Canada, là où on était, c'était Bon Look. Il y a Jimmy Fairley en France, tu vois, qui sont tous un modèle D2C. On a cette expérience, en fait, on a cette expérience, on a grandi dans ce monde de distribution. Mais en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment juste faire le bridge avec directement le client. Et du coup, en fait, aujourd'hui, ben, on a eu des parents, en fait, qui nous ont vraiment encouragés, qui nous ont supportés, tu vois, dans le lancement. C'est hyper important, Exactement, c'est hyper important parce que c'est vrai que quand tu viens en tant que jeune, on est toutes les deux, salut, en fait, on va se lancer finalement de zéro, Malak et moi, sans investissement initial, sans rien. On a vraiment eu la chance d'avoir, en fait, un support familial. Et aussi, on est capable de profiter de leur expérience en tant que mentor dans notre business tous les jours. Donc, du coup, on a aussi 2 personnes qui nous conseillent, qui sont dans le domaine et qui sont en fait des personnes qui vivent avec nous l'aventure. Donc, du coup, ils sont capables de rapidement, tu vois, par exemple, s'ils nous voient faire un truc ou aller dans une direction, voilà, c'est ça les obstacles que vous allez avoir dans cet aspect-là de votre business. Du coup, voilà, en fait, qu'est-ce que nous, on a eu qui va vous aider, vous, à aller peut-être plus ils sont là un peu pour vous donner leur best practice. Exactement. En fait. On a quand même accès à 30 années d'expérience, tu vois, offertes comme ça. Et ça, c'est génial. Assez incroyable. C'est priceless. Et du coup, quand vous leur en avez parlé, ils étaient tout de suite open. Ils ont pas dit, c'est un peu bizarre votre truc, des lunettes pas chères. Non, c'est vrai, tout de suite, ils ont acheté le concept. Open. Mais en fait, ça aussi, ça se résume à comment est-ce qu'on a grandi, tu vois. Genre, nous, on a grandi comme ça avec nos parents, ils nous ont toujours poussés à tout faire. Il n'y avait pas un truc où ils nous disaient, non, genre, you're not enough pour faire ça, ou bien, t'es pas assez bonne pour faire ça. Ils ont toujours été derrière pour vous motiver, toujours derrière pour vous encourager. À pousser et tout. Donc, en fait, c'était juste naturel qu'ils nous poussent aussi à se faire ça. Ok. Bon, super intéressant. Alors du coup, j'aimerais qu'on parle un peu de votre parcours. Donc j'ai compris que vos parents étaient dans l'optique, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Est-ce que vous pourrez parler un peu de votre parcours, ce que vous avez fait, si vous avez travaillé ? J'ai eu mon bac à Casa comme tout le monde, et comme tout le monde, je suis allée continuer mes études à l'étranger. J'ai commencé en faisant un DUG à Paris en maths info. Ensuite, je suis allée à Montréal, donc switch complet. Si on veut, j'ai fait un baccalauréat en finance à Concordia. Donc à l'université à Concordia. Ensuite, j'ai bossé en banque. Donc tu étais très financière, toi, à la base. Ouais, exactement. En fait, en gros, en grandissant, j'ai toujours voulu être dans l'entrepreneuriat. Ensuite, j'avais une petite passion, on va dire, pour les maths. Je sais pas pourquoi. Donc du coup, en fait, ça m'a dirigée vers donc en fait, je pense que j'ai toujours été à l'aise avec les chiffres, on va dire, et du coup, en fait, c'est ça qui a un peu dirigé mon parcours. Et en fait, quand je travaillais à la banque un jour, j'étais entre me diriger complètement vers du trading. J'étais en asset management et un week-end, en fait, j'avais fait un startup week-end. Donc, c'est une insertion, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Non, pas du tout, non. Donc, en fait, c'est un truc, je pense, en Amérique du Nord, où, en gros, tu te retrouves pendant 3 jours, de vendredi soir à dimanche soir, et tu as exactement 48 heures pour créer un business et le pitcher, en fait, devant un comité. Donc, en gros, tu arrives, tu as toutes les personnes en business qui mettent des t-shirts bleus, les personnes en tech qui mettent des t-shirts verts. Tu viens, tu pitches et tu essaies de former une équipe. Donc, à l'époque, j'avais pitché Match Glasses, qui était ma première start-up. Et je travaillais à la banque et tout. Et donc, j'étais venue avec une copine, elle m'avait tirée. Et du coup, en fait, tout le monde avait fini de pitcher.
Et je me dis, bon, allez, vas-y, motive-toi et tout. Et il me dit ça et on a fini. Je dis, non, attends, moi Vas-y, aussi, j'y je vais vais. raconter mon idée. En fait, c'était vendre des lunettes, casser en fait le marché de l'optique et vendre Ok. des lunettes pas chères à Donc Montréal. en fait, c'est le même principe que ce que vous avez fait Finalement, c'est le même. Finalement, en fait, C'est marrant. il s'est avéré que c'est le même principe 5 ans après. ici. Et que ça existait déjà du Et- coup à Montréal, ça, ou pas forcément? Ça existait, mais c'était Ouais. encore... Ouais, exactement. C'était encore niche. C'était un peu niche, mais en même temps, il y en avait, mais c'était pas hyper répandu. Ouais. Donc à ce moment, ça y est, on a passé tout le week-end, c'était super, j'avais réussi à former mon équipe. Et en fait, j'ai rencontré le directeur d'un incubateur là-bas. Et lundi matin, j'ai déposé ma DEM Génial. à la banque. Vraiment n'importe quoi. Et Et en fait, voilà, c'est ce qui donc t'a je suis donné le tombée... déclic, quoi. Exactement, Ouais, je suis c'est tombée amoureuse du monde de l'entrepreneuriat, des startups. Donc voilà, après, j'ai lancé Match Glasses à Ouais. Montréal. Ensuite, j'ai bossé à OVH, qui est une boîte... Alors du coup, tu faisais les deux en parallèle ou t'as d'abord non, travaillé sur Match Glasses? j'ai bossé sur Match Glasses pendant Ok. 1 an et demi. Ok. Ensuite, pour des raisons perso, j'ai Ouais. arrêté. Ok. J'ai bossé chez OVH pendant, je pense, 1 an et demi aussi. Mhm. Là-bas, en fait, je manageais le programme de start-up, je faisais du biz-dev aussi pour la Ok. boîte. Donc, j'avais tout le côté high-tech, donc en intelligence artificielle, en big data et tout. Et ensuite, je suis rentrée 1 an après, je suis rentrée au Maroc. Ok. Et c'est là où Malak et moi, on a lancé Lenco. Ok, génial. Donc voilà, donc parcours au début un peu financier, après je suis revenue Ouais. Ok, super. dans le monde de la start-up et depuis, Et depuis, c'est le ouais, kiff. et depuis c'est le kiff, passionnée. Exactement. Génial. Et du Donc coup, voilà. qu'est-ce que tu as appris au Canada? Quels sont les atouts que tu as acquis au Canada et que tu as mis en place chez Lenco? Mais en fait, je pense que les atouts que j'ai le plus appris en fait à Montréal, c'est vraiment au Maroc, on a tendance à rester dans notre petit monde. Et on n'a pas l'opportunité de casser un peu cette barrière et d'apprendre à aller vers l'autre, d'apprendre à aller se battre en fait pour c'est ton vrai, business. c'est vrai. En fait, à Montréal, rapidement, quand j'ai lancé Match Glasses, je me suis retrouvée rapidement dans un poste de... je faisais du sales pour ma boîte. Ouais. Donc, du coup, j'ai appris à prendre le téléphone, à appeler des gens, à aller voir des gens, à aller aborder des gens. J'ai fait des programmes, en fait, en entrepreneuriat, des bootcamps, des choses comme ça qui vraiment te sortent qui te forment, complètement, en fait. Exactement, et te sortent complètement de ta zone de confort où tu es obligé d'apprendre à aller vers l'autre, d'apprendre à aller, en fait, chercher ce que tu veux. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce que je fais tous les jours chez Lenco parce que en fait, moi, je m'occupe de tout le côté business développement, donc de toutes les ventes, du côté RH, de ce qui va être aller chercher, en fait, faire tout le développement d'affaires, que ce soit avec l'investissement, avec les choses comme ça. Et ça, en fait, il faut vraiment pas avoir peur de te prendre des claques et pas avoir peur de te prendre en fait une porte qui se ferme au nez, tu vois, et de continuer en fait à persévérer donc en fait ce que tu as appris c'est un peu le mindset américain, c'est en mode tu essayes, tu lâches pas et tu traces quoi. C'est exactement ça. Et ça c'est pas quelque chose qu'on retrouve effectivement au Maroc, c'est un mindset très très américain. Et en fait, j'avais jamais mis ce mot dessus, mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement. Même genre dans notre vie, que ça soit personnel, en fait, là quand on discute, je vois à quel point ça nous a impacté, à quel point ça nous a aidé et impacté dans le sens positif, parce que quoi qu'il arrive et quoi qu'on nous dise, on va y aller quoi. On va pas se dire ok ça a pas réussi, c'est pas grave, je réessaye, genre c'est pas grave même que tu vois, non. Tu vas y aller, tu vois. Tu vas y aller, tu vas tout faire pour te débrouiller comment obtenir ce que tu veux. Donc c'est la persévérance en fait, ne jamais laisser tomber. C'est ça. Je pense que ça nous a vraiment marqué. Et du coup toi aussi t'étais, vu que Mara a parlé de ton parcours, tu peux peut-être nous parler du tien. Toi aussi je crois que t'étais à Montréal. Ouais, c'est ça, pareil, on est dans la même école ici à Casa. Donc on a fait même école à Montréal aussi quoi. Donc voilà, j'ai eu mon bac aussi ici au Maroc. Après je suis partie faire mes études à Montréal directement. T'as fait quoi comme études? J'ai fait un bachelor en commerce, en marketing et en entrepreneuriat.
Ok, donc rien à voir avec la finance, toi t'avais ton... Non. autre chose en tête. C'est ça, ouais, non, rien à voir avec la finance. Moi, c'était vraiment du pur marketing et une mineure en entrepreneuriat. J'avais fait une mineure en entrepreneuriat. Et du coup, t'as travaillé sur Match Glasses ou j'ai travaillé pour Match Glasses, ce qui était trop bien, la vérité, parce qu'en fait, j'ai assisté à un salon qu'elle avait fait à un fair, voilà, pour recruter des gens. Ouais. C'était pour recruter des gens, à McGill, c'est ça, à McGill. Et donc, j'étais partie et tout, j'étais hyper motivée. J'étais très jeune, j'avais pas du tout l'habitude de faire ça, mais j'ai adoré. Genre, j'ai été mise direct dans le bain du truc et tout. Donc, c'était trop bien. Et après ça, quand j'ai fini mes études, j'ai bossé quelque temps dans un magasin d'optique là-bas. Ok. Et c'était vraiment une expérience incroyable parce que les fondateurs du magasin, ils étaient vraiment top. Ils m'ont appris énormément de choses. Et après, j'ai décidé de rentrer au Maroc parce que j'avais une opportunité ici professionnelle que je préférais que celle que j'allais avoir en fait à l'étranger, où là, j'allais être directement mise dans le bain de l'entrepreneuriat. Et c'est là où en fait, j'ai appris toutes les choses que j'ai pu mettre en pratique à l'ENCO quand on a lancé. J'étais chargée de la logistique et du côté financier administratif. Et c'est ça dont je m'occupe aussi aujourd'hui. Donc c'était vraiment une expérience. Donc finalement, tu étais directement incroyable. Dans le bain, quoi. Ouais. Et j'ai eu vraiment un mentorat incroyable dans ça, dans la gestion des opérations, dans la gestion logistique, dans la gestion financière, administrative et tout. Et voilà, et donc après, du coup, et de là, voilà, donc j'ai bossé pendant 2 ans dans ça, et après on a lancé, c'était 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et après on a lancé l'ENCO. Ok, top. Voilà. Et alors du coup, c'est quoi la différence entre entreprendre au Canada et entreprendre au Maroc ? Alors en fait, c'est très différent. Ouais. Vraiment, c'est 2 expériences complètement différentes. Au Canada, au niveau administratif, tu crées une boîte en 4 heures. Et en fait, côté vraiment création d'entreprise, lancement d'entreprise, là-bas, tout est fait pour te faciliter les choses. Dans le sens où, en termes d'écosystème start-up, c'est hyper développé. Tu as plein d'organismes en fait, qui sont là pour t'aider, des organismes gouvernementaux, des organismes privés. Tu as une tonne d'aide financière gratuite. Donc en fait, l'entrepreneuriat est vachement encouragé. Exactement. L'entrepreneuriat est hyper encouragé. Les grosses boîtes, par exemple, les gros cabinets d'avocats, ils ont tous des programmes de start-up. Les gros cabinets financiers ont tous des programmes de start-up dans le sens où, par exemple, tu as des accords où tu vas payer, par exemple, $1,000 et ensuite, en fait, tous tes frais d'avocat vont être reportés à ta prochaine levée de fonds, des choses comme ça. Et tu as beaucoup de mentorat qui est mis en place. Le truc en fait qui manque au Canada par rapport à ici, et peut-être que le désavantage que tu as en tant que personne qui n'a pas son entourage et qui n'a pas grandi là-bas, c'est que ici tu as tout ton network et tu as tout le network en fait des gens qui t'entourent. Et la même chose pour l'équivalent montréalais qui a grandi à Montréal avec tout son réseau, son entourage et son réseau qui sont là-bas, tu vois. Donc en fait, en entrepreneuriat, je trouve qu'il ne faut pas négliger ton network. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut faire continuellement. Ici, c'est un peu plus facile parce que vu que tu as grandi, tu as baigné dans la culture aussi marocaine, tu sais comment les gens pensent, tu arrives à offrir en fait un produit aux personnes. Les autres différences aussi, c'est que ici, par exemple, comme tu as dit au début, il y a tout à faire. En termes d'expérience digitale, en termes d'offres, de produits, de tout ça. Alors que à Montréal, la compétition est hyper accrue. Même quand tu vas faire du paid, nous, ce qui nous a permis de nous lancer, c'était du paid ad. Là-bas, c'est beaucoup plus cher qu'ici parce que tout le monde est dessus. Donc, en fait, on a aussi une facilité au Maroc de par en fait toute cette conjoncture exactement à se lancer. La difficulté, contrairement à Montréal au Maroc, c'est que
Ici, il n'y a pas d'écosystème qui est là pour t'encourager à réussir. Ouais. Donc, si tu le veux, tu dois vraiment aller le chercher. Ouais. Tu dois... c'est pas, il n'y a pas un événement tous les soirs. Il n'y a pas 5 événements tous les soirs. Tu vois. À Montréal, il y a 10 événements par soir. Tu vas sur Eventbrite, tu tapes le sujet qui t'intéresse, tu vas trouver 10 événements et c'est des boîtes en fait qui vont faire ces événements-là et c'est des grosses boîtes en tech qui vont aussi host ce genre d'événements. Nous, on le faisait chez OVH. On avait un événement 3 fois par semaine. Et ces événements, ça consistait en quoi exactement? C'était des conférences C'était exactement. Des conférences, des talks, en fait, ils vont venir, ils vont faire un café, ils vont dire, toutes les personnes, tous les devs spécialisés en AI, on se retrouve chez OVH avec un speaker qui va parler 20 minutes et ensuite, c'est du networking. Génial. Et en fait, il y avait beaucoup de séances de networking. Et ici, vous ne retrouvez pas ça? Et ici, tu ne retrouves pas ça. Ce qui est dommage. Mais ce qui est en train de se créer aussi. Donc, c'est un écosystème qui est en train de se créer et qui encourage aussi l'entrepreneuriat technologique, notamment. Qui est... Enfin, ça peut être vraiment super intéressant pour les gens d'échanger, surtout quand tu as des petits problèmes. Ça te permet d'apprendre de l'autre, en fait. Tu vois, exactement. Je trouve quand même qu'au Maroc, là, ce qui est génial, c'est que c'est en train de se construire. Après, il y a eu le Covid, où ça a bloqué. Parce que quand, par exemple, le programme auquel on fait partie, 212, avant le Covid, on voyait qu'ils faisaient ça, tu vois. On voyait qu'il y avait des initiatives. Il y a aussi l'autre programme qu'on avait fait qui était Bidaya. Eux aussi, ils faisaient ça, où tu pouvais venir à leur bureau et tu pouvais t'asseoir et bosser et tout ça. Mais malheureusement, il y a eu le Covid, donc ça a freiné aussi. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'on manque vraiment, comme a dit Maha, de conférences où en fait, on peut juste partir et aller s'informer et aller rencontrer des gens qui sont passionnés par les mêmes choses que nous. Et ça, je pense que ce serait cool de creuser dans ça, quoi. Ouais. Ok. Alors, on va peut-être parler un petit peu de LNCO. Alors, donc vous êtes toutes les deux, vous êtes les cofondatrices. Vous êtes une équipe de combien de personnes travaillent avec vous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, avec l'ouverture de nos stands, on est à 20 personnes. Vous êtes à 20 personnes et ces 20 personnes sont sur les stands ou vous avez d'autres personnes qui gèrent un peu, entre guillemets, l'administratif Non, on a des personnes au bureau. On a des personnes au bureau pour les ventes. Donc, on a une équipe de vente. On a une équipe aussi comptable, financière. Et on a une équipe opérationnelle au bureau et tech. Alors, qu'est-ce que vous appelez une équipe opérationnelle et tech? Une équipe opérationnelle, ça va être toute la gestion du stock et la gestion des commandes. Et tech? Tech, ça va être le site web, ça va être nos applications qu'on utilise, tout notre programme informatique, quoi. Ok, top, très bien. Et après, on a les équipes marketing et logistique, mais ça, c'est un peu toi et moi, donc je suis pas sûre que c'est considéré comme des équipes. Les sales, c'est du marketing aussi, c'est ça, exactement, c'est sales/marketing. Ok, génial. Alors, l'ENCO. Ouais, c'est pareil. Je vais y arriver. Alors, l'ENCO a fait partie donc, du programme, alors je ne sais pas comment on prononce ça, encore une fois, 212 Founders. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Quand est-ce que vous avez intégré l'incubateur? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Comment est-ce qu'ils vous ont aidé? Alors, en fait, on a intégré 212 Founders très tôt dans notre création. En gros, on a commencé à leur parler avant même qu'on se lance. Donc, je me souviens, on avait fait 3 ventes, on était déjà là en train de leur parler, c'était hyper drôle. Et heureusement pour nous, on a rapidement eu de l'attraction. Donc, ça a été super intéressant. On a rejoint le programme en juillet dernier. Et en fait, on a fait la période d'incubation jusqu'en février, au moment où on a fait en fait notre levée de fonds. Et là, on vient de commencer le programme d'accélération, donc qui est post-levée. Voilà. Donc en fait, le côté hyper intéressant de 212, c'est qu'ils ont une équipe de choc. Donc vraiment, très grosse équipe en termes de capacité, en termes de mentorat. Ils se sont super bien entourés. Ils ont des top mentors. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont aussi, ils sont à l'international. Donc en France notamment. Et du coup, en fait, c'est ce qui est intéressant dans ce programme. C'est toute l'aide et tout le mentoring en fait, qui va y avoir et
toutes les portes en fait qui vont pouvoir t'ouvrir. Avec ça. Donc, du coup, tu as des experts, que ça soit en tech, en marketing, en et donc, ils sont là financier. un peu pour vous épauler, Exactement. pour vous guider. Exactement. Et tu as un entrepreneur advisor qui t'accompagne. Tu as des appels, en fait, toutes les 2 semaines pour faire le point. Où est-ce que tu en es? Alors, c'est quoi ta roadmap? Exactement. C'est quoi ta roadmap? Où est-ce que tu en es en termes d'exec? Donc, vraiment, en fait, pour aussi prendre le moment de te faire sortir un peu de ta tête dans le guidon en train d'exécuter, te dire, OK, prends un peu de recul. Ça, c'est bien fait, ça, c'est pas bien fait. OK, peut-être qu'il va falloir switcher un peu ça. Allez, vas-y. OK, on se dit que tu vas retester ça. Tu y vas. Tu fais ton sprint de 2-3 semaines. On se reparle, on revoit. Tu vois? Donc, il y a aussi du test and learn aussi, j'ai l'impression. Ce qui était aussi incroyable, moi, je trouvais, c'est qu'à chaque début, en fait, c'était de sentir à quel point ils étaient investis avec nous. Enfin, à quel point ils le sont toujours aujourd'hui, parce qu'en fait, on leur parle toujours. Et ce qui est aussi incroyable, c'est qu'à chaque début d'appel, genre après, ça skip les formalités de où c'est que vous en êtes, mais après, c'est vraiment genre de quoi est-ce que vous avez besoin? Comment est-ce que nous, on peut vous aider à prendre du recul et voir de quoi est-ce que vous avez besoin pour faire avancer le business et rapidement. Donc c'est ça donc en fait, ils te donnent toutes les cartes pour pouvoir pour que tu puisses toi aller chercher l'information de chez eux et que tu puisses aller exécuter plus rapidement et éviter certains pitfalls que tu peux avoir au cours de route. Ok, et du coup ce programme-là, alors comment ça se passe? Est-ce que vous postulez à ce programme-là ou c'est n'importe qui peut l'intégrer? Non, on postule à ce programme et après on a été sélectionné parmi beaucoup de startups. Ok. Et qu'est-ce qui selon vous fait le succès aujourd'hui de Lenco? Qu'est-ce qui a fait que déjà, dans un premier temps, l'incubateur vous a sélectionné vous, et qu'est-ce qui fait, de manière assez plus globale, qu'est-ce qui fait le succès de votre marque? Secret mix, quoi, notre petite secret sauce. En fait, après avoir eu du recul, on pense en fait que ce qui a fait le succès de Lenco, c'est un mix de beaucoup de choses. C'est à la fois le fait qu'on met toujours le client au centre de tout. Ça veut dire que pour nous, avant même de lancer Lenco, on avait toujours pour vision d'avoir une marque D2C qui allait en fait vivre pour le client, si on peut dire ça comme ça. Ça veut dire que du moment où avant même que le client nous contacte, ou du moment où on va l'aborder jusqu'au moment de sa vente et après la vente, pour nous c'est hyper important qu'il soit accompagné. Vous accompagnez le client à partir du moment où il découvre votre marque jusqu'à son achat. C'est ça, exactement, jusqu'à même après son achat. Ça veut dire que vraiment c'est vraiment important pour nous la satisfaction de nos clients et pour qu'ils puissent aussi être contents en fait et qu'ils reviennent, et de créer en fait une relation avec nos clients. En fait, juste un truc. Nous, très tôt dans le processus de création de Lenco, on a eu en fait pour inspiration Amazon et le service Amazon, notamment à Montréal. Ça veut dire que tu commandes, tu es livré dans les 12 heures qui suivent. Quoi que tu dises, ils vont toujours te trouver une solution. Si tu veux rendre ton produit, si tu n'es pas satisfait. En fait, et c'est ce qui fait que tu as confiance dans le process. Amazon, tu sais que même si tu commandes, que le truc il va pas, que quelque chose comme ça, tu sais très bien que tu vas pas être lâché seul dans la nature. Et en fait, on s'est vraiment inspiré de ça pour en fait créer l'expérience client de Lenco. Et en fait, voilà, donc toujours proposer un truc vraiment pour le client et le suivre dans toute sa démarche, même post-achat. C'est ça. Ok, super intéressant. Et après, donc ça, c'est une partie de notre petite secret mix. L'autre, c'est les produits. C'est quand même des produits qui sont assez tendance et de bonne qualité. C'est des belles lunettes. En fait, c'est des lunettes vraiment qui vont venir et parfaire nos tenues. Ça va être l'accessoire qu'on va rajouter, qui va nous faire sentir bien, quoi. Qu'on va se dire, ok, vraiment, je kiffe mon style quand je me vois. Tu vois, avec des prix qui sont hyper abordables. En fait, l'avantage, c'est que pour moi, c'est vraiment comme un vêtement que tu changes. Tu vois, comme c'est pas cher, tu achètes la paire de lunettes qui va avec ton look du jour, quoi. Exactement. C'est quelque chose que tu peux vraiment accessoiriser. Par rapport à ton mood, par rapport à ton look. Je sais pas moi, une fois, tu as envie d'être ultra stylé, donc tu vas mettre des lunettes complètement décalées. Une autre fois, tu vas être plutôt sobre, donc tu vas aller vers des lunettes un peu plus classiques.
Et c'était ça en fait tout le but. Ok. Donc je dirais que ce qui a fait notre succès, c'est à la fois notre détermination à apporter à nos clients le meilleur service, et c'est aussi le choix en fait de nos produits et notre identité de marque aussi. On a pu créer une identité de marque à part entière, où les gens ils pouvaient se retrouver. Ouais, en fait, c'est vraiment un secret mix, quoi. C'est vraiment la sauce qui fait que... C'est une combinaison de tout, franchement. Ok, hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi vos projets pour Lenco dans les mois ou dans les années à venir? C'est quoi vos ambitions? En fait, là, on vient d'ouvrir, pour les gens qui ne savent pas, on a notre stand au Morocco Mall qu'on a ouvert depuis mars. Et là, on vient d'ouvrir ce lundi notre stand à Rabat. Félicitations. Donc le deuxième, merci. Et on ouvre dans 3 jours le stand à Tanger. Du coup, vous avez 4 stands au total aujourd'hui, c'est ça? On en aura 3. Okay. Ouais, à partir de lundi, on en aura 3. Génial. Donc là, le but, c'est vraiment d'asseoir notre présence au Maroc, de pouvoir faire connaître la marque à tout le monde, que les gens puissent... En fait, ça va dans la continuité de ce qu'on disait juste maintenant. Nos clients, au début, on était en ligne, et puis nos clients voulaient vraiment avoir l'expérience physique. Donc, on s'est tourné vers un modèle hybride de physique et de digital. Voilà, un modèle digital pour nos clients. Et là, on est en train d'ouvrir de nouvelles villes pour que nos clients puissent venir nous voir, avoir vraiment l'expérience de Lenco en physique, pouvoir tester les lunettes et tout ça. Et ça, j'ai l'impression qu'en fait, c'est quelque chose qui est hyper important pour les Marocains. Ils ont encore besoin... C'est-à-dire qu'en Europe ou ailleurs ou en Amérique, les gens s'en fichent, en fait. Ils achètent en ligne. Bon, c'est hyper courant. Alors qu'au Maroc, les gens ont du mal, en fait, à passer directement à l'achat en ligne. Ils ont absolument besoin de voir le produit, de le tester, de le toucher. J'ai l'impression que ça reste encore hyper important. C'est vrai que ça reste important. Et après, la vérité, nous, on est super contents parce qu'on est proche de nos clients. On est encore plus proche de nos clients. Donc, c'est hyper cool. Mais en fait, c'est pas qu'au Maroc en fait, où il y a cette réelle envie de toucher le produit. Aujourd'hui, on voit en général dans le monde la tendance en fait, du retail. C'est vraiment une expérience jointe d'expérience digitale et d'expérience physique. Les gens ne veulent plus avoir affaire à juste un site en ligne où ils vont acheter des produits. Ils ont l'impression en fait ils n'ont pas ce sentiment d'appartenance et ce sentiment en fait de vraiment acheter une marque pour ce qu'elle est. Et du coup en fait c'est là où même les marques digitales commencent à venir vers le retail autant que le retail est en train d'aller vers le digital. Donc, en fait, dans le sens où la combinaison des deux qui est importante. C'est une combinaison des deux. Donc en fait le client apprend à connaître la marque en ligne, adhère à l'image de marque, à toute cette culture on va dire de la marque, et ensuite en fait il vient finir son expérience en venant rencontrer on va dire la marque en physique et en choisissant la lunette qui lui plaît. Là où aujourd'hui c'est intéressant, c'est que en fait les personnes qui sont dans les stands sont vraiment sensibilisées à ce qu'on a envie en fait de dire avec la marque, dans le sens où ils sont toujours présents pour le client, ils vont vraiment l'aider dans son choix, en fait aller avec lui dans tout son essayage. Et du coup en fait c'est là où c'est intéressant, où en fait les stands sont venus compléter on va dire la vente sur le site. Ok, super. Et du coup, vous comptez garder que des stands ou vous comptez à un moment donné ouvrir vraiment des boutiques physiques, vos propres boutiques? Je pense que pour l'instant, en fait, on est vraiment sur un modèle stand. Ce qu'on a vu aujourd'hui, que ce soit au Morocco Mall ou à Rebat Center, c'est que finalement, l'achat de la lunette n'a plus besoin d'être dans un magasin hyper formel, hyper, tu vois, entre 4 murs. Et là, aujourd'hui, on est vraiment sur de l'expérience, en fait, un peu éphémère, un peu hybride entre les deux, où l'achat de la lunette devient hyper facile. Tu arrives, tu essayes, tu achètes, tu pars. Donc, c'est vraiment hyper... pour nos clients, en fait, ça rend le processus beaucoup plus simple. Donc, pour l'instant, on Peut-être qu'ils ont aussi moins peur, en fait, de rentrer dans une... en tout cas, de passer par votre stand et de ne pas rentrer dans une boutique.
boutique, c'est peut-être moins impressionnant. Ouais, mais en fait aussi, ce qui est super cool, c'est qu'on a pensé les stands pour qu'ils soient ouverts aux clients. Ouais. Ça veut dire que c'est pas un stand où c'est fermé, la personne est derrière une vitre. Ouais. Et puis, pour essayer les produits, il faut vraiment que la personne se penche pour te sortir le produit. Là, c'est vraiment la manière dont on a voulu créer les stands, c'était de créer vraiment un sentiment de liberté par rapport aux produits et même par rapport à l'équipe. Ouais. Ça veut dire que l'équipe sort du stand pour aller t'accueillir, puis te ramène vers le stand et tu peux essayer tous les modèles qu'il y a là-bas sans qu'il y ait un badge ou un truc qui te bloque. Donc c'est vraiment juste une relation de confiance, de liberté qui s'installe avec le client et qui est plus facile à avoir que dans un magasin. Bah oui, c'est clair que même dans un magasin, en fait, quand tu vas essayer tes lunettes, tu as toujours le badge, c'est toujours bloqué, tu dois attendre que la personne t'ouvre la vitre et tout. Là, nous, en fait, on est dans le couloir. Tout est ouvert. Libre de passer, exactement. Et en fait, toutes les lunettes sont posées. Tu prends, tu essayes, tu prends, tu essayes. Et en fait, le fait aussi que toutes les lunettes soient à 550 dirhams, les personnes, en fait, savent que la lunette est à 550 dirhams. Il te reste juste à choisir la lunette que tu veux. Tout est facile, en fait. Tout est déjà simplifié. C'est hyper facile. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a réfléchi le truc. Ça veut dire qu'on ne veut pas que le prix soit un frein à ce que tu vas aimer chez nous. À l'essai. Ouais. C'est vrai. Tu viens... Tu prends ce que tu veux en fait. Exact. Tu vois vraiment ce que tu vois vraiment par rapport, comme ce qu'on disait tout à l'heure, à ton style, à ton mood et tout, ce que tu adores et ce qui te ressemble le plus. Et puis tu choisis et tu le prends. Super. Et du coup, en parlant de prix justement, donc, j'ai lu qu'avec la levée de fonds que vous aviez faite, vous comptez entre autres fabriquer vos propres lunettes. Est-ce que vous pensez que ça va impacter vos prix ou pas forcément ? Vous allez garder le prix unique à 550 dirhams ? Non, ça ne va pas impacter nos prix parce que, avec, comme on disait tout à l'heure, tout l'aspect en fait, d'expérience logistique qu'on a pu avoir, on a réussi à quand même à forger des liens avec nos fournisseurs qui nous permettront toujours de donner à nos consommateurs le prix auquel ils se sont habitués. Ok, génial. On est à la fin de l'interview. Deux petites questions un peu plus légères, donc pas forcément en rapport avec Lenco. Est-ce qu'il y a une citation une citation ou une chanson ou quelque chose qui vous a marqué et qui vous motive au quotidien ? Je pense qu'il y en a beaucoup. Il n'y en a pas qu'une. Ou même quelqu'un, ça peut être une personne aussi. Ouais, c'est clair, ça peut être une personne. Je pense que c'est de ne jamais baisser les bras. De foncer, enfin pour moi ça, après tu me diras toi qu'est-ce que t'en penses, de foncer sans forcément trop réfléchir et il faut juste exécute quoi, passe pas trop ton temps, ça je dirais à réfléchir. C'est un truc, et tu te fies vachement à ton gut feeling ou est-ce que tu suis ton intuition ou c'est juste t'as ton idée en tête et tu traces ou en fait je pense qu'on prend pas mal de temps à imaginer et après il faut plus se poser de questions, après il faut y aller quoi. Il faut tracer, il faut have faith que ça va marcher quoi. Et par contre ne jamais baisser les bras, genre il faut être hyper persévérant, il faut être hyper déterminé et il faut y aller quoi. Génial. Et du coup toi Mara oui, ça rejoint exactement ce que tu as dit, get shit done. Tout simplement. Génial. Ok. Alors j'ai vu aussi que vous étiez en train de recruter. C'est toujours le cas. Est-ce que s'il y a des personnes qui écoutent et qui veulent postuler, comment elles peuvent postuler en fait ? Alors, est-ce qu'il y a un site on est vraiment on est dans une grosse phase de recrutement. On a envie en fait d'avoir des gens, on a envie de recruter en fait des talents avec nous qui vont nous aider à faire grossir la boîte. On est des gros believers dans le teamwork, que y a personne qui fait rien tout seul. Et du coup, on a une page carrière sur notre site, sinon directement sur LinkedIn, toujours sur la page de Lenco, où on a, je pense, une dizaine de postes là d'ouverts. Et vous recrutez dans quel secteur ? En RH, exactement, en tout. En RH, on est en opération, on recrute en finance, en marketing, en tech, beaucoup. Donc du coup, postulez, on a hâte de vous rencontrer. Ok, super. Et la dernière question pour clôturer. Qui aimeriez-vous écouter sur ce podcast ?
Ça peut être n'importe qui, soit un entrepreneur, soit un sportif, soit un chef d'entreprise, enfin vraiment, ou quelqu'un qui vous inspire. J'aimerais écouter, j'adorerais écouter d'autres histoires de femmes entrepreneurs. Dans ma situation aussi, parce que moi je suis une jeune maman, donc vraiment, toi aussi d'ailleurs. Tu me tends un peu la perche. Est-ce que tu as justement, vous avez la secret sauce pour Lenco. Est-ce que toi Exactement. Oui, j'ai une super sauce secrète dans moi. Non, honnêtement, je la cherche toujours et c'est pour ça que, exactement, je t'ai dit, j'aimerais bien écouter aussi d'autres femmes, surtout en fait au Maroc où la femme a toujours, c'est elle qui occupe la grande place dans la maison. Donc en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, t'as 3 casquettes à jouer où en général, d'autres personnes n'en ont qu'une seule. Donc j'adorerais écouter ce genre d'histoire un peu inspirante. Voilà, si elles ont des conseils ou la secret sauce qu'on attend. Moi aussi je suis preneuse, la vérité. Ok, super, c'était tout pour moi. Merci beaucoup les filles, c'était vraiment génial de vous avoir. Trop cool. Merci beaucoup à toi et ça fait vraiment super plaisir de faire partie de ton podcast. Merci, c'est très gentil. Vraiment, et on a hâte d'écouter tous les podcasts. Moi aussi, j'ai hâte de le faire écouter. Ça va être génial, merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Par ailleurs, si vous souhaitez me faire un feedback ou me proposer un invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page Instagram ou LinkedIn de Yalla. À très vite pour un prochain épisode.